Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Je vous parle aujourd'hui avec un petit peu de tristesse. Le titre puis la vignette vous disent qu'est-ce qui se passe. Bye bye Bruce. C'est demain là, que je vais livrer mon tracteur à la personne à qui je l'ai vendu. Donc, je me suis dit, tant qu'à ça, je ferai un review de 197,5 heures, qui est l'heure au compteur de mon tracteur. Fait que je vais vous dire là, les beaux côtés de ça, les mauvais côtés. Je vais parler un peu des tracteurs compacts de façon générale, si c'est quelque chose que vous regardez à acheter, soit pour vous personnellement ou pour votre business. Puis spécifiquement de mon modèle, ce que maintenant je sais peut-être un peu plus parce que maintenant que ça fait 2 ans que je suis plus dans la machinerie, j'ai eu l'occasion d'en essayer pas mal d'autres, puis de travailler avec différents outils. Donc, je vous parle de tout ça. Donc, je suis en train de le charger, prêt à être livré demain. Je l'ai vendu à un de mes clients qui, je pense, va s'amuser beaucoup avec. C'est vraiment là, un kit complet, là, je pense, à part peut-être des fourches à palettes que je me suis tout le temps dit, si je les achète-tu, je les achète-tu pas. C'est le seul accessoire que dans mon contexte là, qui me manquait. Évidemment, moi j'ai pas de gazon à tondre, donc j'avais pas de tondeuse ventrale, mais le PTO est là si jamais le prochain propriétaire veut l'ajouter. Sinon, c'est toujours possible d'acheter une tondeuse sur PTO. J'avais fait quand même pas mal de modifications, incluant ajouter un de mes bras de mon 3 points en arrière qui était hydraulique. Donc, si j'y vais de façon plus générale, je vais essayer de vous trouver certaines séquences là, pour appuyer ce que je dis. Au niveau des tracteurs compacts comme concept, surtout le fameux TLB, c'est-à-dire tracteur, loader, backhoe, c'est vraiment un outil polyvalent, c'est super versatile. Ça m'est arrivé quand même à plusieurs occasions où je me demandais qu'est-ce que j'apportais comme équipement, puis en bout de ligne, c'était comme ça qui était le bon kit parce que on peut déplacer de la terre, on peut déplacer du matériel, on peut creuser des trous, on peut tirer des choses. Donc, ça arrivait souvent là, que, mettons, j'arrivais sur refaire une petite job de stationnement, puis j'avais, je sais pas moi, une petite souche à arracher, c'était bien le fun d'avoir le backhoe directement là. Fait que c'est quand même un concept très polyvalent. Surtout tout ce qui est les attaches qui vont en arrière sur le PTO. C'est vraiment surprenant tout ce qu'on peut faire avec ça. Moi j'ai un box blade, j'ai ma souffleuse, j'ai le backhoe qui n'est pas sur le PTO, mais qui va en arrière. J'avais une déchiqueteuse à branches. Donc, puis on peut aller chercher un rotoculteur. Il y a un paquet d'autres machines là, qui viennent se mettre en arrière de tracteur pour le rendre encore plus versatile. Puis même avec un 25 HP, un moteur diesel, c'est très torqueux, fait que c'est fort, ça génère quand même pas mal de force, c'est étonnant. Donc, ça, c'est vraiment la grosse force que j'ai peut-être un peu sous-exploité, mais qui était propre à mon environnement, mon terrain, ma business. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a servi tant que ça, mais qui est vraiment une des forces d'un tracteur, qu'il soit compact ou sous-compact, compact ou utilitaire ou plus gros. Donc, dans les forces, c'est très économique. Ça a l'air, c'est dispendieux comme machine, mais quand on regarde toutes les tâches qu'on est capable de faire avec, l'investissement se justifie assez rapidement, que ce soit pour économiser sur souffler notre neige plutôt que payer quelqu'un pour le faire, tous les travaux de réfaction de stationnement, tous les jobs de jardinage, de terrassement, etc. C'est quelque chose qui, pour moi, je pense quand on est propriétaire d'un terrain assez grand, c'est un peu une évidence que c'est un outil qui va servir puis qui va se rentabiliser. Évidemment, c'est pas donné à tous, mais il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les prix, il y en a des usagers, donc c'est un outil super intéressant. Fait que ça, c'est le côté positif. Maintenant, ton bon côté peut-être un peu plus critique. Je parlais dans l'arrière. Bon, le backhoe. Backhoe, c'est à la fois le meilleur et le pire accessoire. Parce que c'est vrai que c'est fort, on peut creuser des trous, on peut arracher des souches, on peut déplacer des roches. Bon, on peut déplacer des roches. Prenons ça comme exemple. On peut puis on peut pas. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, tu sais, même avec un pouce hydraulique, c'est pas nécessairement fait pour prendre une affaire, puis après ça, la prendre, puis aller la mettre ailleurs, puis revenir, puis il y a comme un bout où c'est vraiment fait plus pour travailler en place à un endroit spécifique.
Donc, si c'est possible de faire des tranchées, c'est possible, mais il faut juste garder en tête que si vous pensez justement creuser une tranchée de 250 pieds, bien, gardez en tête qu'à tous les 3-4 pieds que vous creusez, il faut que vous débarquiez de votre tracteur, vous changez de siège, puis vous ravanciez, puis vous débarquez de votre siège, rembarquez sur l'autre siège, ou tournez votre siège de bord. Là, il y a différents modèles, différentes façons, mais il y a une certaine étape, il y a du temps à prendre pour déplacer le tracteur qui est quand même pas mal de temps. Puis compte tenu du prix que coûte cet accessoire-là par rapport à la valeur globale du tracteur, c'est celui-là qui est pour moi un peu plus dur à justifier. Comme je dis, ça sert beaucoup, c'est pratique. Une petite souche d'un jambe, une roche d'un jambe, creuser des trous, planter des arbres, ça a mille fonctions. Mais dans mon cas, c'est à peu près 12 000 $. Fait que la question, c'est 12 000, est-ce que ça justifie les trous que j'ai fait avec, les souches que j'ai enlevées, versus aller me chercher un équipement comme une petite pelle ou un autre équipement qui est plus spécialisé. Donc, je vais juste soulever le débat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Ensuite, ben, un tracteur, si vous ne l'avez pas écouté, j'ai fait une vidéo qui explique un peu les raisons pourquoi je le vends. C'est très spécifique à mon contexte. Là, j'ai le grappin dessus. J'ai mis le grappin dessus. J'aime beaucoup cette expression. Ben, j'ai fait une vidéo qui testait les limites de mon tracteur où je descendais des gros billots de ma remorque à ce moment-là. Puis c'est fort, c'est étonnant. J'étais capable de descendre les billots, mais je n'étais pas capable de les monter dessus, par exemple. Donc, ça a quand même certaines limites. Pour des tâches autour de la maison, pour déplacer du matériel, tout ça, c'est souvent amplement suffisant. C'est rare que je me suis ramassé dans des situations où j'étais comme, ouais, c'est pas assez fort à mon goût, j'aimerais ça être capable de lever plus. C'est rarement arrivé. Avec le bucket, je m'en serais probablement moins rendu compte. Avec le grappin, je m'en rends plus souvent compte parce que j'ai essayé de lever des roches qui étaient probablement trop grosses, des bûches qui étaient probablement trop grosses, des billots là, ou des grumes. Donc, la capacité de levage est pas aussi forte que ce que je m'y attendais. Spécifiquement, le 2025R a une capacité de levage similaire au 1025R. Pour la majorité des gens, je pense que c'est amplement suffisant pour les tâches autour d'une maison, mais pour un usage un peu plus commercial ou intensif, définitivement aller vers le MSL, qui est un modèle qui se nivelle automatiquement de façon mécanique, le Mechanically Self-Leveling. C'est une option pour le 2025R, puis ça va augmenter beaucoup sa capacité de lever. Puis ben il y a d'autres modèles, d'autres marques. Moi je suis été très satisfait avec mon John Deere, je suis vraiment content, j'ai un bon lien avec mon concessionnaire, fait que c'était le bon choix pour moi. Mais si pour vous contemplez lever énormément de stock, ben gardez ça en tête dans votre magasinage, informez-vous sur les capacités spécifiques du modèle que vous regardez. Ça peut devenir quand même un facteur de différenciation dans différents modèles. Autrement, côté, bon, évidemment, j'ai pas 200 heures, fait qu'il est presque neuf, le tracteur. Donc, il a été extrêmement fiable, j'ai pas eu de problème. Outre, le seul problème que j'ai eu avec, c'est que j'ai sauté un cylindre sur le backhoe la première fois que je l'ai utilisé. Fait que ça, c'est plus une question de cylindre qu'une question de machine comme telle. Puis ça a été remplacé sous garantie très rapidement, puis pour un plus gros. Fait que ça n'a pas vraiment été un problème. Mais autrement, là, c'est une machine qui part tout le temps, part l'hiver. J'ai un block heater dessus, puis je m'en suis jamais servi. Puis je me suis déneigé là, pendant 2 ans. Donc, ce niveau-là, super machine, vraiment solide. Je me suis assis sur plusieurs, je ne vais pas nommer de marque, là, mais ça vaut la peine d'aller s'asseoir sur un John Deere. Il y a de quoi de dur à décrire au niveau de la qualité des matériaux, même si c'est du plastique. Puis là, tout le débat plastique-métal, je l'ai adressé dans d'autres de mes vidéos. Pour moi, ça fait aucune différence. Là, c'est 4,30 sous pour une pièce, comme on dit. Donc, il y a de la qualité, on le sent justement dans la fabrication, dans la finition, dans la façon que la qualité du matériel, la façon que les panneaux sont posés, quand on touche, s'il y a un mouvement, si ça vibre ou non. Donc, c'est ça. Autre côté, disons, négatif, ou du moins qui a été un enjeu plus l'année passée, c'est au niveau du 3 points. Le 3 points du 2025R, c'est vraiment spécifique à ce modèle-là, lève pas beaucoup. Donc, le dégagement au sol, quand on lève l'accessoire,
est pas top, c'est quelques pouces seulement. Donc, quand vient le temps, moi, c'est vraiment un enjeu parce que ma remorque, maintenant, j'ai une belle descente de 10 pieds en pente douce parce que c'est un low deck. C'est plus un problème. Mais l'année passée, j'avais une remorque plus courte avec une descente pas mal plus à pic de 6 pieds. Fait que j'accrochais, je me suis pris plusieurs fois. J'ai sacré après ça. Fait que c'était-tu le problème de ma remorque? C'était-tu le problème du tracteur? Je vous laisse décider. Mais comparativement, mettons, à un 1025R ou d'autres marques, le dégagement au sol des accessoires quand le 3 points est élevé à son point maximal est plus haut que le 2025R. Donc ça, c'est une affaire que j'avais pas pensé dans mon magasinage puis qui m'a un peu causé du trouble. Ultimement, on s'arrange, on trouve des façons de s'organiser autour, mais ça reste pour moi, ça a été un point négatif là, de cette machine-là spécifiquement. Côté habitacle, j'ai trouvé ça quand même bien. J'ai quelqu'un qui écoute mes vidéos qui m'a suggéré d'aller me chercher une boule comme ça rotative. Puis c'est vrai que c'est bien pratique. C'est vraiment le fun. Ça change quand même pas mal la chose. Ça devrait venir de série tant qu'à moi, ces bébelles-là. Quoi qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. C'est comme toute chose. Autrement, la visibilité est très bonne. J'ai très peu travaillé du soir avec, mais il y a quand même du bon éclairage. Les contrôles, le bras en arrière là, pour pouvoir passer facilement des deux côtés du tracteur pour monter, descendre. C'est quand même un bon avantage. Fait que ça, j'ai quand même beaucoup apprécié ce modèle-là. Je me suis absolument jamais servi du cruise control. Donc, c'est sûr que c'est pas l'usage que moi j'en faisais. Sinon, très peu de choses à dire. Au niveau de l'économie d'essence, ben, c'est un moteur Yanmar 25 HP diesel. Donc, je pouvais passer là, quand même des journées pleines là, à travailler sans avoir à remplir le réservoir. Pas qu'il roulait à plein régime à temps plein, ça c'est sûr que ça consommerait plus, mais à un usage tu sais, qu'on part, on arrête, on fait des petits travaux, on passe un râteau, on fait d'autres job-in autour. Des fois, ça pouvait passer 3-4 jours avant que j'aille besoin de mettre du diesel dedans. Donc, puis c'est un 20 litres le rempli. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir seulement qu'un petit 25 HP. Je parlais tantôt au niveau du backhoe, du système pour changer de siège. C'est somme toute facile, c'est bien facile, puis c'est rigide, puis on est confortable, mais ça reste qu'il faut descendre du tracteur à chaque fois. Donc ça, c'est limité par la grosseur de la machine. Les plus gros, je pense, c'est des bancs qui se tournent comme dans les vraies pépines, là. Mais pour la grosseur de ces modèles-là, c'est un peu le sacrifice à faire. Côté accessoires, le grappin, je vous dirais que le kit que j'étais le plus souvent organisé, que j'ai utilisé le plus, c'est grappin en avant, chipper en arrière, à cause que je suis le petit forestier, donc je travaille beaucoup dans le bois, puis même autour de la maison. J'étais tout le temps en train de déchiqueter de la branche. Sinon, c'était comme il est monté présentement, c'est comme ça que je vais l'apporter à mon client. C'est le grappin en avant, le backhoe en arrière. Donc, super pratique quand on défait de la souche, on nettoie les terrains. C'est vraiment très pratique. On démanche la boule ou la grosse souche avec le backhoe, on le sort de son trou, on casse les racines et tout ça. Puis après ça, on vient le ramasser puis on va le domper quelque part avec le grappin. C'était vraiment une bonne combinaison comme ça. Le box blade, je m'en suis servi. Fait que je me suis servi quand même de ces deux accessoires-là, le grappin puis le backhoe à l'occasion pour des contrats. Donc mon argent, s'il m'a généré du revenu, cette machine-là, c'est beaucoup ces deux accessoires-là. La déchiqueteuse aussi. Le box blade, je m'en suis servi, j'ai refait peut-être 5 stationnements avec, mais c'était toute la famille. Donc, c'était tout des bancs. Oui, je vais aller te le faire, ton parking. Mais j'ai pas eu de contrat de stationnement à faire avec à part un ou deux. Puis que c'était des amis. Fait que j'ai pas fait du gros argent avec. Mais c'est super pratique. Puis bon, vous avez vu mon terrain en chantier. C'est le bordel. J'allais refaire mon propre stationnement avec ça. Là, je vais m'organiser autrement. Sinon, les dents Piranha sur le bucket, je vais mettre dans la description le lien de la vidéo là, où j'en parle un peu plus. Ça a été bien pratique. Honnêtement, je m'en passerai pas. Ça creuse vraiment mieux. On rentre dans un tas de terre, de roches bien plus facilement avec ça. Ça a aussi l'effet de moins maganer le bucket lui-même. La barre d'accessoires qui est sur le dessus, que j'ai soudé, là, ça paraît serrouillé, c'est fait maison, puis je l'ai peut-être mal primé. Ça m'a servi énormément, en plus de renforcer la rigidité du bucket de série.
du 20-25R qui est peut-être un peu mince, puis que j'ai failli plier une Foda avec des très grosses roches. Donc ça, c'est un super bon accessoire à se faire ou à obtenir. Ça a été extrêmement pratique. Puis ben la souffleuse, c'est une Frontier que j'ai, elle va super bien. J'ai filmé quand même beaucoup de vidéos, fait que si vous voulez la voir en action, il y en a plein sur ma chaîne. Je vais m'en ennuyer en cet hiver. C'est sûr que là, je vais souffler à la main avec... j'ai quand même acheté une bonne souffleuse Yamaha, mais c'est différent. PTO, c'est fort, 64 pouces, c'est large. Fait que ça me prenait 3 passes faire mon stationnement. Ça va être toute une autre aventure cet hiver. Les performances sont vraiment là. Ça pousse loin, ça pousse fort. Je l'ai jamais vraiment jammé. J'ai soufflé de la slotch avec, de la roche. J'ai sauté quelques pins de sécurité. Donc, encore là, très bonne machine. Puis, ben, le fait d'avoir fait ajouter des sorties hydrauliques à l'avant pour le grappin, puis 2 sorties hydrauliques à l'arrière pour la chute de la souffleuse, c'est un bon move. Ça aussi, j'y avais pensé avant, puis je me tape dans le dos d'y avoir pensé, parce que ça aurait rendu la tâche plus ardue d'avoir à me virer. Non seulement il faut regarder par-dessus notre tête quand on souffle, quand la souffleuse est en arrière, mais c'est en plus, il avait fallu que je m'étire pour tourner la chute avec un bras métal ou quelque chose. Je pense que ça aurait été la goutte qui aurait fait déborder le verre. Autrement, ben, tout ce qui est maintenance, tout ça, j'en ai pas fait tant que ça parce que, comme je dis, il est presque neuf. Mais tout ce qui est graissage, les points de graissage sont très faciles d'accès. C'était vraiment pas un enjeu. J'ai des places sous ma pelle qui sont bien plus tough à aller chercher avec un gun à graisser que sur le tracteur. Donc, point de vue maintenance, pour l'instant, c'était minimal. Je pense que même avant plusieurs milliers d'heures, c'est relativement banal la maintenance à faire. Donc, plus des trucs usuels. Nettoyer le filtre à air, des petits trucs comme ça là, qui est assez typique pour ce genre de machine-là. Puis les guides d'utilisateurs, ben sont très bien faits, c'est très... Il y a une grosse... c'est une grosse compagnie, puis ils ont un très gros marché, donc ils mettent le temps et l'attention sur les guides d'utilisateurs. Donc, en plus des guides qui disent étape par étape, par exemple, comment installer le backhoe, comment l'enlever, certains points de maintenance. Donc, pour ça, là, c'est rien à dire. Juste du positif. Donc, autrement, j'ai pas grand-chose à dire. C'est vraiment une super machine. J'ai très peu de négatifs à dire. Je vous les ai dit c'était quoi. Ça me fait de la peine de le voir partir. C'est vraiment une décision business, pas une décision de cœur. Sinon, je le garderais. Il s'appelle Bruce, je l'ai baptisé, puis j'ai un attachement affectif. C'est mon premier jouet, ma première machine, celle qui m'a lancé et qui m'a fait découvrir de plus en plus mes talents de petit mécanicien. Donc, c'est bien triste de le voir partir, mais je sais qu'il s'en va en de bonnes mains. Puis à la limite, je sais il est où, fait que je vais pouvoir aller y dire des petits mots doux de temps en temps.